Bienvenue sur le podcast Détermination, je m'appelle Sébastien Villiers, plus connu sous le nom de Ninja Valaisan, directeur du centre de ninjutsu à Sion et à Châtel-Saint-Denis où l'on pratique l'art des ninjas. Ce podcast est conçu pour te donner des inspirations de personnes de tout horizon, tels que des entrepreneurs, des sportifs qui ont dépassé leurs limites pour vivre une vie qui leur corresponde. En passant par des challenges de leur vie, ils vont nous inspirer à aller de l'avant, même après les échecs. Le chemin, pour moi, c'est le plus important que le résultat. Comment on reste persévérant, déterminé, même quand il y a des tempêtes. Comment on continue à avancer, même la tête sous l'eau. Comment ne pas subir la vie, mais être l'acteur de celle-ci. Les astuces les plus surprenantes vont être dévoilées sur ces épisodes. Place à l'invité du jour. Alors, aujourd'hui, ça va être super intéressant. On va retracer le parcours d'Arif. Et le but, surtout, de ce podcast, c'est pas de se la péter ou quoi que ce soit. C'est plutôt d'inspirer les gens, de vraiment donner des conseils. C'est pas le but de faire « tu dois faire ça », mais plutôt d'inspirer, de vous inspirer à essayer de prendre des décisions dans votre vie qui peuvent vous aider, de voir des nouvelles solutions que quelqu'un peut vous apporter. Et c'est pour ça qu'on est là avec Arif. Arif, pour commencer, moi j'aime bien commencer le podcast comme ça. Est-ce que tu peux me parler la détermination? C'est un peu le but du podcast, c'est qu'est-ce que ça te parle pour toi, détermination? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en tête? Oui, détermination, moi quand tu me parles de ça, ça me dit, voilà, on est là pour pas très longtemps sur cette terre quand tu y penses. Donc essayer de faire quelque chose, je pense que ça c'est important, c'est de dire voilà, je vais essayer d'avoir du plaisir. Pour avoir du plaisir, il faut avoir un peu de détermination, il faut trouver le but, l'objectif, et puis faire le maximum pour bien réussir. Je pense que n'importe quel travail, n'importe quel job qu'on fait, ou sport, etc., c'est toujours essayer de faire le mieux possible pour avoir le plus de plaisir possible. Et le plaisir, pour y arriver, malheureusement ou heureusement, moi je dirais heureusement, parce qu'au départ, c'est clair que ça passe par la difficulté, ça passe par le travail, ça passe par de la souffrance, mais sans la souffrance, on n'a pas de plaisir. Donc il faut vivre ça pour pouvoir arriver à ce plaisir-là. Ouais, c'est vrai, c'est exactement ça, quoi. Ouais. Et est-ce que tu peux expliquer aussi ta position, ce que tu fais maintenant actuellement, enfin ton image actuelle? Alors, tu parles dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, ouais. Bon, déjà, je suis papa de 2 filles, 12 et 14 ans. Mon épouse qui vient d'Allemagne, qu'on s'est connue à Cuba. Donc le monde est petit, comme je dis toujours, qui est aussi d'origine turque comme moi. Pour moi, ma priorité, ça a toujours été ma famille, la santé, et puis ensuite il y a le reste, donc le travail, etc. Ça c'est ma vie d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui j'ai un poste de directeur national dans une entreprise de fixation, donc de matériel de construction. Je gère une équipe d'à peu près une vingtaine de personnes. Donc voilà, ça c'est aujourd'hui ma vie d'aujourd'hui. Excellent. Et pour retracer un petit peu Arif de comment ce qu'il était en fait dans le passé, comment tu étais en fait où est-ce que tu viens de Turquie, tu viens de dire? Oui. Alors moi je suis d'origine oui effectivement turque et kurde. Mon papa est kurde, ma maman est turque. Donc souvent les gens, enfin là je pense déjà ils vont se dire, ceux qui connaissent pas bien, ils vont se dire mais c'est impossible parce que en fait ça va pas bien ensemble, mais ça se fait très bien parce que la plupart des gens, le peuple turc et kurde vivent ensemble depuis longtemps. C'est plutôt une question politique de ce côté-là. D'ailleurs la politique ça fait un peu partie de ma vie si je peux dire, même si j'en ai jamais fait. Mon papa faisait de la politique en Turquie et à l'époque il était plutôt de mouvement gauche. Et on va dire l'extrême droite était assez forte en Turquie. Il n'a pas pu rester, il a dû partir. Il est arrivé en Suisse. Donc la politique nous a amenés ici. J'ai vécu 2 ans sans mon papa, 1 année sans ma maman. Donc mon papa est arrivé en 86, ma maman en 87. Et puis nous on est arrivé avec ma soeur en 88 en Suisse. Il y a mon frère qui est né ici. Alors c'était un peu difficile au départ bien sûr parce que quand on ne parle pas une langue, quand on quitte un pays, quand on quitte une famille, si on ne l'a pas vécu c'est difficile de le comprendre. Je pense que beaucoup de gens vont me comprendre, mais beaucoup de gens vont me comprendre mais sans vraiment comprendre parce qu'il faut le vivre. Et les premières années c'est difficile parce que
surtout la première année, je dirais, parce qu'on n'a pas la langue du tout, hein, donc on part à zéro. Après, bon, j'avais 9 ans et demi, donc on n'est pas conscient de tout. Heureusement, des fois, je dirais qu'on n'est pas conscient de tout. Mais je pense qu'on a une bonne adaptation. Ça, c'est important, à mon avis, aussi. Quand on vient dans un pays, il faut s'adapter le mieux possible. C'est ce qui permet aussi d'avoir du plaisir, c'est pour ça que je le dis. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on doit oublier d'où on vient. Moi, je pense qu'il faut toujours prendre le meilleur de chaque endroit ou de chaque personne. C'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui dans ma vie aussi. Hein. Je trouve que j'ai toujours essayé de prendre des choses, et je pense que l'humanité a toujours fonctionné comme ça. Hein. Je ne suis pas le seul à le faire. On le fait consciemment ou inconsciemment. Moi, je le fais consciemment depuis plusieurs années. Mais c'est important de chaque rencontre qu'on a. On peut des fois ne rien prendre parce que voilà, on n'a peut-être pas le temps ou on n'a peut-être rien à prendre, mais de prendre toujours des gens, des choses qui peuvent nous aider, puis après peut-être les tourner à notre sauce, comme on dit, puis essayer de faire de son mieux. Donc après, je reviens un peu de nouveau en arrière. Donc à 9 ans et demi, je suis arrivé ici avec ma sœur. On a fait nos écoles là. Alors, j'étais peut-être pas le meilleur bosseur à l'école, mais je pense qu'il y avait justement au départ, j'avais pas cette par rapport aux difficultés de dire je dois me battre. Ouais. Ce qui m'a aidé, c'est le foot. J'ai commencé le sport en général. J'adorais le sport en général. Le foot m'a beaucoup aidé parce que voilà, on apprend à se battre, on apprend la tactique, on apprend à se placer, on apprend à jouer en équipe, etc. Ça, je le dis surtout pour tous les gens qui pensent que le foot, c'est juste courir derrière un ballon. Ça, cette théorie, elle me fait bien rire parce que c'est souvent des gens qui ont jamais fait de sport ou jamais fait de foot ou jamais été très loin. Oui. C'est beaucoup plus que ça, comme tous les sports d'ailleurs. Hein. Moi, je pense que tous les sports à leur niveau amènent quelque chose et ça, on ne doit pas l'oublier et pas dire c'est 11 crétins qui courent après un ballon. Ça, c'est vraiment une bêtise à mon avis de dire ça. Ça t'a apporté quoi en fait, tu dis comme je l'ai dit avant, de pouvoir jouer ensemble, c'est regarder aussi l'autre, c'est comment on fonctionne avec l'autre. T'es pas seul. Ouais. Travail d'équipe, quoi. Travail d'équipe, se battre, ça commence déjà là, ouais. Se battre à son niveau, à son poste. Mais si tout le monde le fait, c'est comme ça que tu gagnes en fait. Ouais. Et puis ça, c'est important. Puis voilà, je pense que j'ai appris de mes entraîneurs aussi. Ce qui m'aide aujourd'hui, c'est de dire voilà, on a des gens qui sont peut-être plus faibles là, des gens qui sont plus forts là. Utiliser la force et la faiblesse des gens, mais pas essayer, je pense. Alors bien sûr qu'il faut essayer de s'améliorer tout le temps, mais l'idéal, c'est toujours de pouvoir utiliser la force de chacun et puis essayer d'avancer comme ça. Tout en essayant d'améliorer les points où on est moins fort, mais ces points où on est moins fort, on ne sera jamais aussi fort que où on est fort à la base. Ouais. Ça, c'est un peu, je ne sais pas si on peut dire ça génétique ou c'est naturel, mais c'est comme ça. Ouais, tu as des points qui sont très très forts et puis tu peux y aller dedans et puis aller très très loin. Ouais. Exactement. Donc, je reviens. Donc moi, ce que j'ai eu aussi, c'est que j'ai mes deux parents. J'ai ma mère qui m'a toujours dit tu vas y arriver, qui m'a encouragé. Mon papa qui m'a toujours dit tu y arriveras jamais. Mais en fait, je pense que c'était bien. Quand j'y pense, c'était bien parce que je pense que d'avoir que deux parents qui disent toujours la même chose, c'est pas bien, c'est la contrebalance. Ouais. Et puis pour les gens qui me connaissent bien, en fait, c'est le truc qu'il faut jamais me dire, c'est tu y arriveras jamais parce que c'est là que je vais tout faire pour y arriver. C'est un exemple de quelqu'un qui t'a dit ça, que tu n'arriveras pas et puis que tu as réussi un truc que tu es fier de. J'en ai plusieurs, mais à l'époque, on a travaillé ensemble. Souvent, on me disait, chez Hilti, pour ne pas les nommer, on me disait souvent mais tu verras, ça t'arrivera jamais, c'est pas possible. Mais en fait, finalement, c'était possible. Si je prends un exemple dernièrement, là où je travaille maintenant. En plus de ça, t'as fini 3 fois. Alors, j'ai fait plusieurs fois meilleur vendeur Suisse et monde, etc. Ouais, mais quand même, alors quand on te disait que tu n'arriveras pas, en plus, tu es parti enfin, c'était difficile au départ. Alors, on m'a pas dit tu n'arriveras pas à ça, mais en général, tu n'y arriveras pas, ou c'est compliqué, ou pourquoi tu fais ça. Puis bon, moi, j'avais toujours l'objectif de dire, voilà, je veux aller le plus haut possible. Je veux aller, je veux dans mon métier toujours réussir un peu plus et toujours m'améliorer. Mais si tu as un exemple concret, ce que j'ai bien aimé, c'est que où je travaille actuellement, donc la maison EFCO Suisse, Egli Fischer, anciennement. Donc là, dans cette entreprise, si tu veux, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on a un de nos collègues qui vient de nous quitter, qui était mon responsable à l'époque, qui s'appelle Helmut Fuchs, c'est un Autrichien
un gars que je me suis très très bien entendu, qu'on était très complémentaires, je pense, hein, donc on s'est beaucoup aidé. Et lui, il a pris une fois cet exemple en disant, voilà, moi, alors, sans me citer, mais il me l'a dit par après, voilà, moi, aujourd'hui, si on arrivait à faire beaucoup de choses dans cette entreprise, c'est parce que j'ai vu qu'une personne y croyait et puis qu'en fait, même si on pensait que c'était impossible, il a montré plusieurs fois que c'était possible de changer beaucoup de choses. Ouais. Et c'est un peu l'inspiration. Donc justement, on inspire les gens. Mais moi, j'ai beaucoup de gens qui m'ont toujours aussi inspiré, que ce soit des sportifs ou des gens que j'ai travaillé avec. Donc je pense que c'est important, entre guillemets, de se challenger puis d'avancer, quoi. Mais c'est intéressant ce que tu dis. C'est comment est-ce que toi, tu vois la chose alors que les autres ne le voient pas? Comment d'un coup... je sais pas, d'un coup, tu te dis... Je pense que c'est mon côté, ouais. encore peut-être gamin ou inconscient, tu sais, de dire... justement, je ne me pose pas ces questions-là. C'est que je me dis... moi, je me dis toujours, tu ne dois pas réfléchir pour tes clients. C'est-à-dire, c'est pas dire, ah, mais je ne vais pas montrer ou je ne veux pas faire ça parce qu'il ne voudra pas. Non, c'est lui qui va dire, je ne le veux pas, il faut le présenter, il faut le montrer. Puis après, le client, il te dira, ah oui, ça m'intéresse ou ça ne m'intéresse pas. Mais ce n'est pas à nous de décider déjà. Donc, je pense que j'ai vraiment, si je peux dire, fait le travail de fourmi de dire, j'ai essayé par rapport à peut-être à d'autres collègues qui se disaient, ouais, là je le présente, là je le présente pas. Moi, je l'ai toujours présenté, par exemple. Je pense déjà tout simple, en fait. Et je pense que la vie, elle est comme ça aussi. C'est des choses toutes simples. Il faut pas, c'est des choses toutes simples, petites, mais qu'on met l'un sur l'autre qui font des grandes choses. Il faut pas penser, je vais faire ça, ça va changer ma vie. C'est, je change ça. C'est une petite chose, je change ça, c'est une petite chose, je fais ça, puis à la fin, tout ça, ça va faire quelque chose qui va nous amener plus loin, et c'est comme ça qu'il faut penser, en fait. Mais il faut avoir un peu de patience, il faut pas lâcher. Je pense que ça a toujours été aussi une de mes forces, c'est que j'ai jamais lâché, malgré qu'on m'a dit plusieurs fois, j'oublierai pas aussi... la personne, j'en veux pas à ces gens-là. Quand je l'explique, c'est parce que c'est peut-être justement, comme on a dit, pour inspirer peut-être les jeunes et tout ça. C'est ça. Quand la personne qui au cycle d'orientation à Sion m'a dit par rapport à tes notes, tu ferais faire quoi? Puis moi j'ai dit j'aimerais faire ça. Puis il m'a dit bon, ça vous oubliez, vous n'arriverez à rien faire du tout de ça. Et puis je sais pas si c'était un prof, c'était comment on appelle ça, un conseiller en orientation. Ah, en plus. Voilà. Mais c'est pas grave. Ouais, mais c'est pas grave, ça t'a poussé. Ouais, et puis je veux dire, personne n'est parfait. Moi, je veux dire, je fais pas tout juste non plus. Donc peut-être cette personne a fait juste ou pas fait juste. Finalement, il a fait quand même juste parce que ça m'a motivé encore plus. Ouais, donc, mais ça peut déglinguer un petit qui veut, voilà, qui veut ça se dépend lancer. le caractère qu'on a aussi en face. Mais toi, le caractère, comment ça se fait que d'un coup, tu t'es dit, oh bah moi, je vais y aller? Mais comme je t'ai dit, j'ai toujours eu ce truc de... Alors, je pense que c'est quelque chose de négatif que j'ai transformé en positif. C'est-à-dire que j'ai toujours été, comme je rappelle, j'aimais bien contrarier. Je disais toujours le contraire. Ça, j'aimais bien quand j'étais gamin. Toujours maintenant, hein. Toujours dire, ouais, je pense que je l'ai toujours. Et puis justement, le fait de dire tu n'y arriveras pas ou tu feras pas, ça m'a toujours, entre guillemets, encore plus motivé. Donc, c'était, je pense, pour me prouver à moi et pour prouver aux autres qu'ils avaient tort, en fait. J'aime bien montrer qu'ils ont tort, tu vois. Ouais. Non, mais je vois bien. Et d'un côté, c'est quelque chose de négatif, mais je l'ai transformé en positif. Et puis je pense que ma vie a été toujours aussi un peu comme ça. C'est que j'ai toujours essayé de prendre... j'ai un ancien collègue aussi que j'adore. C'est une personne qui m'a aussi beaucoup inspiré, qui m'a beaucoup aidé, qui s'appelle Jean-Jacques Emerick, tu connais aussi. Lui, il m'a toujours dit, il était trop positif. Et c'est chiant parce que tu as l'impression que en fait rien te touche, mais c'est pas vrai. Beaucoup de choses me touchent. J'ai aussi des moments où je suis, mais j'essaie toujours de me dire voilà, c'est des passages. Essayer de voir les choses. Je sais pas qui c'est qui l'a dit, ou je l'ai peut-être déjà entendu plusieurs fois. Tu sais, on dit souvent, tu peux voir négativement ou positivement les choses. Et les personnes ou la personne que j'ai entendu qui disait ça, c'est de dire mais si tu vois négativement, t'avances pas plus. Donc moi, c'est comme ça que je vois la vie, c'est que de voir les choses négativement, ça m'avance pas plus. J'essaie d'avancer positivement parce que c'est plus agréable aussi. C'est ça. Mais quand t'as un moment qui est, par exemple, t'as le gars qui te dit ça. Mais après, tu as rebondi comment sur je vais travailler dans la vente? Parce qu'après, tu as fait tout de suite la vente? Non, alors justement, après c'est clair qu'avec effectivement les notes que j'avais, alors après, on peut trouver toutes les excuses. Moi, je pense qu'on ne doit pas chercher d'excuses. J'aurais pu faire aussi mieux pour ces notes. Même malgré mes difficultés de dire, je suis arrivé en Suisse, je n'avais pas la langue. Je pense que je n'avais pas la priorité de l'école, comme beaucoup de gens. Là, j'aurais peut-être déjà dû faire mieux. Mais après, bien sûr qu'il faut penser ce qu'on n'a pas fait
mieux, mais c'est trop tard. Donc, autant essayer de se rattraper. C'est ce que je me suis dit. C'est que je me suis dit, ben voilà, maintenant, j'ai pas beaucoup de possibilités. Moi, je voulais toujours aller dans la vente, dans le sport. J'adorais le sport. Et puis, j'ai pas trouvé de place d'apprentissage. Et je crois que c'est grâce à une dame, donc une de mes maîtresses, professeurs à l'école, qui m'a aidé à trouver une place d'apprentissage à la quincaillerie Valpen, où j'ai fait mon apprentissage, dans un milieu que je suis arrivé, que je connaissais rien, parce que la quincaillerie, pour moi, c'était... alors moi, je dis toujours, j'ai 2 mains gauches, toujours aujourd'hui d'ailleurs, mais j'ai toujours vendu du matériel de construction, et j'ai toujours bien vendu, toujours bien expliqué. Alors, c'est pas parce que tu sais expliquer que tu sais le vendre que tu sais bien l'utiliser aussi. Donc, mais après, ça peut être aussi, tu sais, comme on dit, le cordonnier qui est mal chaussé. Donc, c'est un peu la même chose pour moi, si tu veux. Donc, cet apprentissage m'a aussi énormément aidé. Comme je dis, avec le sport à côté, surtout le foot. Parce que j'ai aussi un super patron, Monsieur Valpen Antoine, qui m'a aidé à voir plus les détails, qui m'a aidé à les petits détails justement qui font les différences après. Et ça, c'est des choses... mais de nouveau, j'ai toujours pris à chaque personne, j'ai pris à mes parents beaucoup de choses, j'ai pris dans ma famille beaucoup de choses, ma sœur, mon frère et tout ça, aux gens que j'ai rencontrés sur mon chemin. Et toutes ces petites choses mis ensemble, ça m'a aidé à être ce que je suis aujourd'hui. Et je suis loin d'être parfait, j'ai encore beaucoup de choses à améliorer. Mais d'arriver, entre guillemets, à un niveau, si je peux dire, avec les papiers que j'ai, c'est des choses de nouveau que les gens ils me disaient toujours c'est impossible d'arriver à ça. Donc je suis arrivé aujourd'hui et c'est pas fini. J'espère aller plus loin encore. Donc voilà. C'est ça qui est intéressant. Ça veut pas dire que si t'as pas de papier ou comme ça que t'arriveras pas en fait. Donc alors j'ai des papiers, mais j'ai pas les papiers forcément pour ce poste-là. Mais exactement. Ça c'est ce que aussi j'ai essayé de montrer de nouveau. Tu sais, on revient à ce que je dis, l'effet contraire. Oui. C'est les gens qui m'ont toujours dit oui, mais Arif, t'as un apprentissage, t'as un CFC dans la vente, c'est compliqué d'aller plus haut sans faire plus de papier. Et puis moi j'ai voulu montrer par le travail, parce que c'est aussi important à mon avis, hein, c'est bien d'avoir des papiers. Ceux qui font ça, c'est très bien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire d'ailleurs, mais je pense qu'on oublie souvent de dire, souvent les gens ils pensent j'ai le papier, c'est bon. Je pense que c'est pas bon non plus. Donc moi j'ai compensé plus par le travail, plus par mes compétences, plus par les résultats, ce côté des papiers, où j'ai fait entre guillemets, je le dis parce que c'est ce qu'on m'a dit, des choses extraordinaires. Hein. J'aime pas le dire ça parce que ça fait un peu vantard, mais c'est souvent les gens ce qu'ils m'ont dit et ça m'a fait plaisir bien sûr parce qu'on travaille beaucoup puis qu'on a des résultats à la fin. Par exemple, rien que de finir 3 fois meilleur vendeur. Ouais. T'as fini 3 fois meilleur vendeur, c'est juste. Ouais, un peu plus que ça. C'est égal le nombre, on s'en fout. Mais t'as fini plusieurs fois meilleur vendeur. Donc du coup, il y a quand même eu un gros travail derrière. Énormément. Et énormément de travail. Mais comment tu fais pour rester justement positif alors que tu te prends des refus? Toi, tu m'as toujours inspiré là-dedans parce que tu as été mon mentor aussi dans la vente et tout. C'était incroyable d'apprendre des choses avec toi. Ouais, je me rappelle, tu étais tout petit, je t'ai pris sous mon aile, ça, je me rappelle. Ouais, c'était vraiment extraordinaire. Et c'est pour ça que je fais le podcast aujourd'hui avec toi parce que j'ai envie que tu inspires aussi les autres comme tu m'as inspiré. Ouais. Et chaque fois que je te voyais, en fait, avec les gens, mais tu les faisais rire. Les gens, ils venaient et d'un coup, ils criaient. Donc, ouais, ça va pas le matériel, ça va pas. Et d'un coup, ils rigolaient. Je sais pas ce que tu leur disais, mais ils rigolaient. Tu t'amusais avec eux, ils ressortaient avec le sourire, ils étaient contents, ils avaient du bon matériel après. Et tout le monde était content en fait à la fin. Mais comment tu fais pour... Je pense que je fais rien de spécial, c'est que c'est le côté qu'on a tous en nous, qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas, c'est le côté humain, c'est de dire voilà, il faut discuter avec les gens. Souvent les gens sont énervés, c'est parce que ils n'ont pas la connaissance de la personne, du produit ou du moment. Donc c'est bien je pense d'expliquer, peut-être en plaisantant un peu, sans exagérer, et puis que voilà, il y a toujours des solutions. C'est clair qu'il faut être deux. Donc nous on doit donner une solution, mais la personne en face doit essayer de dire ok, je fais aussi un effort. Lui il essaie de trouver une solution, puis ça marche souvent comme ça. Donc Et quand par exemple, d'un coup, je te voyais faire des ventes énormes. D'un coup, je vois un camion qui arrive chez un client, alors que moi, je vendais juste un carton. Et toi, tu vends un camion. Comment tu pars de OK, je vais vendre
Enfin, je pense pas que tu penses à vendre déjà le camion, mais... En fait, c'est comme toute chose. Ouais. Et ça, c'est très important, je pense, pour les jeunes, c'est de commencer. C'est-à-dire tu dois pas penser à vendre un camion ou 2 camions ou 3. Ça, il faut pas penser à ça. Ce qu'il faut, c'est je commence. C'est comme le sport. Longtemps, quand tu vas au sport, ou au travail, hein, je dois me lever, je dois faire l'effort d'aller courir. Mais en fait, c'est juste de commencer. Une fois qu'on commence, et ça, je pense que quand les sportifs, les gens en général m'entendent, ils vont se reconnaître aussi parce que c'est tout le monde à ce côté-là, ou beaucoup de gens ont ce côté-là, c'est de commencer. Puis une fois que tu commences, c'est étape par étape, tu avances. Donc moi, j'ai jamais pensé dire je vais vendre des camions, je vais vendre ça. Ce que j'ai en tête, c'est que chez Hilti, on avait toujours ces top clubs. Un de ces top clubs, un des collègues qui était à la centrale, Bruno Pascal, et je crois qu'il s'appelait, si je ne me trompe pas, qui s'occupait du trio du fleet management après. Ouais. Lui, il m'avait dit une fois, il m'a dit Arif, c'était la 2e année que j'étais, au 3e. Et puis toi, tu vas monter quand sur ces podiums? Quand il m'avait dit ça, il t'a dit ça? Il m'avait dit ça, puis j'ai toujours en tête, puis à partir de maintenant, je serai sur ce podium. Et puis depuis là, j'ai toujours été sur ce podium en fait. Et c'est des petites choses comme ça, des fois, qui me motivaient en me disant c'est raison, pourquoi? Il a raison. En fait, je m'étais pas posé la question, moi, tu vois, pourquoi je suis pas sur le podium. Ouais. Mais quand il m'a dit, j'ai dit il a raison, pourquoi je me le fais? Je serai pas sur ces podiums-là, donc je vais faire le maximum pour y arriver, quoi. Et puis, quand tu te lèves le matin, et puis que. Enfin, il n'y a pas tous les matins où tu es positif, c'est pas possible. Enfin, je sais pas. Non, bien sûr que non. Mais justement, comment tu fais en fait pour d'un coup attaquer tu fais le travail simplement, il se passe quoi en toi? C'est ce que je viens de dire, c'est de dire, bon voilà, aujourd'hui c'est peut-être pas une journée, tu as envie d'aller de l'avant et tout ça, c'est de dire, je commence, j'ouvre déjà mon ordinateur ou j'ouvre déjà mon téléphone, je regarde déjà mes mails, je regarde déjà mes choses, je fais déjà 2-3... Après, en fait, de faire les choses, ça t'aide à faire encore plus de choses, donc... j'ai 2 filles aujourd'hui, une qui bouge, qu'on lui demande de se calmer, puis l'autre qui bouge pas assez, tu vois. Et puis c'est ce que je dis toujours à celle qui bouge un peu moins en disant écoute, commence à marcher, commence à courir, commence à faire quelque chose et ça va venir. C'est pas mal. Donc, mais de nouveau, chacune de mes filles ou chaque personne a sa force et ses faiblesses, et puis ces faiblesses-là t'aident aussi à être meilleur. C'est pas que tes forces qui t'aident à être meilleur. Ces faiblesses t'aident aussi à être meilleur. Ouais, c'est ça. Et comment, si d'un coup on peut reprendre un moment qui était difficile et que tu as dû surmonter, c'était quoi tes étapes comment tu fais en fait d'un coup quand tu as un échec? Parce que dans la vente, il y a tellement d'échecs dans la vente, non? J'ai été beaucoup, exactement, mais j'ai été beaucoup inspiré par les sportifs justement. En général, mais beaucoup le sport. Quand tu vois des gens tu sais, souvent, j'ai aussi toujours en tête la phrase de mon papa et mon oncle qui me disaient toujours, tu vois, si on avait eu tes conditions, ce que tu as en Suisse, nous on serait devenus professionnels, footballeurs professionnels, parce que les terrains de foot, les ballons, les entraîneurs, t'as tout. En fait, c'est extraordinaire les conditions qu'on a en Suisse. Souvent, les gens ils se rendent pas compte de ça parce que ils ont pas forcément vu ou vécu ailleurs. On a une chance énorme de vivre dans un pays comme ça, avec des gens aussi qui sont top. Hein. Vraiment général, je parle mentalité, tout ça. Déjà, moi je dois aussi dire, hein, les gens de la Suisse m'ont énormément motivé, inspiré, parce que c'est des gens. Ce que j'aime bien, c'est qu'en général, les Suisses sont très humbles. Mais quand tu vois ce qu'ils font, je pense qu'il se fait de mieux, par exemple, au monde, ou dans le top 3 ou top 4, je ne sais pas, mais ça, c'est aussi déjà inspirant. Oui. Mais je reviens à mon oncle et à mon père qui disaient toujours, là, si on avait ces conditions, on serait devenu footballeur, ça. Et moi, ça m'énervait toujours quand ils me disaient ça. Chaque fois qu'ils me voyaient, ils me disaient ça, tu vois. Ouais. Alors, à l'époque, j'avais 15-16 ans, tu vois. Donc, puis toi, tu voulais aussi aller à fond. Ouais, et puis moi, je l'aurais dit un jour, pression, quoi. Mais un jour, je l'aurais dit, mais je m'excuse, mais un Pelé ou un Maradona ou un Messi ou tous ces grands joueurs, Ronaldo, etc. Enfin, même les moins grands, hein, parce que tu arrives à un niveau très très haut comme ça. Moi, je suis jamais arrivé à ce niveau-là, mais quand j'ai vu le niveau déjà pour jouer en 2e ligue et tout ça, c'est quelque chose d'extraordinaire déjà d'arriver au professionnel, parce que ça demande des capacités physiques, intellectuelles, réflexes, etc., qui sont énormes, mais les gens ils se rendent pas compte de ça, parce que l'intensité qu'il y a là-dedans, quand on regarde de l'extérieur, ça a l'air facile, mais c'est un boulot de malade. Puis moi, j'avais dit à mon père, à mon oncle, j'avais dit, mais tous ces gens-là, ils n'avaient pas de chaussures, ils n'avaient pas de ballon, ils sont devenus les meilleurs joueurs du monde. Donc c'est pas forcément, ce que je dis par là, c'est que c'est pas forcément tes conditions autour de toi
c'est pas parce que tu as les meilleures conditions que tu vas devenir le meilleur. Ouais, c'est ça. Des fois, d'être justement dans des conditions très difficiles, c'est peut-être ce qui t'aide le plus parce qu'en fait, c'est ce qui va te faire travailler encore plus ton mental. Et puis, je pense que c'est ça. On doit venir à ça. C'est que, pour répondre aussi à ta question, c'est que j'ai toujours eu un mental peut-être aussi assez fort. Ouais. Et je me suis beaucoup inspiré des gens autour de moi, les sportifs que je jouais à la télé, les gens. Je regardais beaucoup ces reportages justement par rapport à la réussite. Et tous ces gens qui ont réussi, c'est tous les gens en général qui ont été dans la difficulté, qui n'ont pas eu les meilleures conditions, forcément, et qui ont dû se battre. Et ça, je pense que ça motive, ça réveille beaucoup de choses dans le corps et dans la tête des personnes, en fait. Ouais, et c'est ça. C'est important, je pense. Et justement, au moment où d'un coup, tu as un échec dans la vente, par exemple, je sais pas, un truc qui se passe pas comme tu le veux. Alors, donc, pour il moi, se passe quoi exactement? Alors pour moi, tu changes direct. Pour moi, c'est comme un match de foot. T'as l'échec, mais il y a le match retour. Ah, ouais. Il y a le championnat d'après, et il y a le match aller, et puis match retour de nouveau. Donc ça veut dire que c'est jamais fini, tu vois. C'est que l'échec est là, mais sur le moment. Mais moi, entre guillemets, si je peux dire ça, j'aime pas ce mot parce que, mais ça représente assez bien parce que voilà, je suis contre la guerre et toutes ces choses-là. Mais voilà, on perd une bataille, mais on perd pas la guerre. C'est-à-dire que tu reviens, parce que tu reviens déjà parce qu'il y a des choses aussi qui sont améliorées dans le système que tu vends ou dans les choses que tu vends, tu vois. Et ça, c'est important de réexpliquer au client. Voilà, on avait ça. Je me rappelle qu'à l'époque, tu m'avais dit, ça m'intéresse pas. Et ça, c'est toujours important de poser la question. Hein, c'est de dire pourquoi aujourd'hui. Souvent, un vendeur, il va chez un client. Ça marche pas, ok, ben j'ai loupé, je sais pas. Mais il faut comprendre pourquoi. Poser la question au client, dire aujourd'hui pourquoi on ne le fait pas affaire. Juste m'expliquer pour que je puisse m'améliorer ou améliorer peut-être le produit. Excellent. Et puis si c'est le produit ou moi, bon, des fois c'est plus facile à s'améliorer soi-même que le produit. Parce que le produit, ça dépend pas de moi, tu vois, des fois. Mais c'est de revenir en disant voilà, je me suis amélioré ou on a amélioré le produit. Est-ce que vous m'avez demandé maintenant là, est-ce que ça vous intéresse? Il va peut-être de nouveau dire non parce que finalement maintenant il y a autre chose, etc. Oui. Mais je répète, c'est jamais fini en fait. Tant qu'on n'est pas dans la tombe, il faut toujours essayer, et puis toujours chercher peut-être un autre chemin. Mais comme je dis, c'est souvent de poser la question et comprendre pourquoi. C'est une fois qu'on a compris pourquoi, après on a la solution en général derrière qui va venir. Ouais, c'est super intéressant. Et comment par exemple, dans une journée, en fait, tu dois avoir plein de clients. Tu as une map énorme. Alors moi, je vois plus de clients, mais disons que moi, j'étais représentant, bien sûr. C'était assez magique ce que tu faisais. Oui. Comment tu planifiais, dans ta tête, en fait, tu avais déjà un circuit? Oui, alors en fait, bon, ça c'est aussi des choses que j'ai appris avec c'était une très bonne école, la maison Hilti, hein, j'ai appris beaucoup de bonnes choses là. Il y a aussi beaucoup de choses que je me suis développé personnellement, via des collègues, etc. Oui. Mais ce qui est important dans la vente, c'est le zoning, c'est de dire, voilà, lundi je suis là, mardi je suis là, mercredi je suis là, jeudi, vendredi je suis là, pour essayer de ne pas faire... Par région, quoi. Voilà, par région, pas essayer de partir dans tous les sens. Excellent. Une organisation, ça veut dire que moi, je mettais souvent les premiers rendez-vous tôt le matin avec les clients le plus tôt possible, fixe, donc aux premières heures, entre 6h et 7h30. Et puis ensuite, je laissais un peu si je peux dire, de libre dans mon calendrier en disant, voilà, une fois que je suis là, j'ai fait ces clients-là, fixes. Après, j'essaie de faire des visites froides. Parce que fixer des rendez-vous avec tout le monde, c'est visite froide, ça veut dire que une fois que tu es dans une région, que tu as planifié, par exemple le lundi dans une région, quand tu as fait tes rendez-vous fixes, tu vas dans la même région, tu vas essayer de regarder sur l'annuaire ou sur Internet directement les clients qui sont autour de toi et aller les visiter. Comme je disais, c'est impossible de fixer des rendez-vous fixes pour tout le monde parce qu'un rendez-vous, en fait, on ne sait jamais combien de temps il dure. Donc, le premier rendez-vous fixe, tu peux le mettre. Le deuxième, tu peux le mettre peut-être un peu plus tard. Et puis le troisième, tu le mets avant midi. Le quatrième, tu le mets juste peut-être au départ à 1h30, 1h30. Et puis le soir en fin de journée. Mais ça, c'est aussi par rapport au client, parce que le client, en général, il part de son atelier ou de son bureau, il revient à midi, il repart à 13h, il revient en fin de journée en général. Tu t'adaptes par rapport au client. Donc ça, c'est par rapport au métier qu'on faisait. Peut-être dans tous les métiers, on ne pourra peut-être pas l'adapter, mais il faudra réfléchir justement par rapport à ça, puis te dire, voilà, je dois adapter mes horaires comme ça. Ouais, je pense que la structure, elle est super importante pour avoir du résultat, parce qu'en fait, je pense si tu vois juste un ou deux clients dans la journée, puis tu te dis, mais j'ai pas fait mon chiffre, ou tu as déjà une structure, tu es déjà même sûr d'avoir des entrées, parce que de toute façon, tu vois peut-être 8-10 clients de ta journée.
Même Ouais, plus. alors nous, l'objectif, c'était 10 à l'époque. Moi, j'en faisais 13, 14, 15. Mais attention, pour moi, client, quand je dis client, ça veut pas dire forcément c'est 15 clients différents. Ouais. Tu vas chez un client, tu vois Moi, j'avais à l'époque tout ce qui était sanitaire, chauffage, ferblanterie, couverture. Ouais. Il y a des entreprises où j'allais, je voyais le responsable sanitaire, après je voyais le responsable chauffagiste, ensuite je voyais la ferblanterie, je finissais par la ventilation par exemple. Ouais. Quand tu vois déjà ces 4 personnes, Ouais. tu as déjà fait en fait 4 contacts. Attention, quand je dis je vois, je dis toujours, je rigole parce que des fois les gens ils disent, c'est pas dire bonjour, c'est que tu as passé du temps avec, tu as présenté, tu as montré des choses. Et pour moi, C'est ça. c'est Tu as déjà présenté des choses. Voilà, tu as Exactement. présenté des choses, on a discuté de différentes choses. Ça fait déjà 4 visites, donc ça va vite. Hein. Et ça, c'est important, surtout dans ces visites-là. Moi, je dirais toujours, c'est souvent les gens, ils oublient. Ouais. Je le vois encore avec mes personnes que j'essaie de former là-dessus encore. Ouais. C'est la suite qui est importante. Parce que présenter, c'est bien. Ouais. Mais c'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'on fait? C'est juste. C'est le prochain rendez-vous. Donc, on est là. Tu planifies le prochain rendez-vous. On le note déjà. On gagne du temps pour le client et pour nous. Voilà. Voilà, l'offre, la démonstration, la présentation. Mais on met déjà ce prochain rendez-vous dans le calendrier pour le client et pour nous. Comme ça, on gagne du temps. Et c'est suivre l'affaire jusqu'au bout. Parce que d'envoyer un mail, une offre par mail ou faire un téléphone, tout le monde est capable de le faire. Ou faire une présentation, quasiment tout le monde est capable de le faire. Mais c'est conclure, c'est d'aller au bout des choses en fait, c'est ça qui est important. Et ouais, c'est vrai que ça c'est la partie peut-être que les gens ils oublient, c'est d'aller jusqu'à la fin. Ouais. Mais du coup en fait, donc tu vas fixer le rendez-vous suivant et tout. Mais après, quel conseil tu pourrais donner pour juste le tout départ? Parce que d'aller faire des visites froides, d'aller voir en fait des nouveaux clients, des fois ça peut être difficile. Au départ, ce qui est important, c'est déjà se renseigner bien sûr avant d'aller avoir un client, le maximum d'informations qu'on peut prendre. Ouais. Moi, je dirais après, il faut pas faire trop grande préparation aussi parce que il faut connaître le client, si je peux dire les choses de base. Puis après, c'est souvent parce que entre le site qui a été créé, le temps qui passe, il y a des choses qui ont aussi changé, donc pas trop se fier trop à ça, mais c'est aussi poser des questions ouvertes pour comprendre le besoin des clients. Ah, ça c'est intéressant. Hein. Voilà. Ça c'était déjà un de mes. Je me rappelle quand j'étais entré chez LT, c'était la première question, c'était l'entretien que j'avais fait tout faux d'ailleurs. Oui. J'avais expliqué le produit, tout le détail du produit, et j'avais pas du tout posé aucune question ouverte, pas du tout de renseignements sur qu'est-ce qu'il avait besoin le client. C'est un peu ça le départ en fait, c'est de savoir qu'est-ce qu'il a besoin. C'est le départ en fait de tout, c'est poser des questions, comprendre le besoin pour pouvoir bien conseiller le client. Si tu commences pas par là, tu peux pas y arriver. C'est clair, si tu viens, tu lui présentes un produit, puis qu'à la fin il dit oui mais moi je fais pas ce métier-là, je fais ce métier-là plus tôt. Tu viens de perdre une demi-heure, tu l'as fait perdre une demi-heure pour rien, ou 15 minutes ou 20 minutes, c'est égal. Mais ce que je dis par là, c'est poser des questions, bien comprendre le besoin pour pouvoir bien conseiller. Ouais. Et puis gagner du temps aussi, parce que l'efficacité à mon avis c'est le plus important. C'est que moi j'essaie toujours d'être le plus efficace. Ouais. Mais c'était aussi pour le client, c'est de dire voilà, je veux pas te faire trop perdre de temps, on va rapidement, je t'explique, enfin je te pose des questions, tu me réponds, c'est pas. Des fois les gens il faut aussi bien expliquer parce que quand tu questionnes ça fait un peu policier, tu vois, mais là c'est pour bien comprendre le besoin, donc voilà. Et puis tu me disais aussi assez souvent quand moi je travaillais au magasin. Oui. Tu me disais, quand quelqu'un il vient au magasin, qu'il soit énervé ou comme ça, il vient déjà au magasin, c'est qu'il a un besoin, même qu'il a un problème. Ouais. Fait qu'il est énervé, c'est qu'il veut partager son problème pour que tu trouves une solution. C'est pas forcément contre toi ou comme ça. Oui. Et est-ce que tu pourrais partager un petit peu ça? Parce que je pense ça des fois quand on peut le prendre personnellement, certains, enfin j'imagine, hein, parce que moi des fois au début je me disais mais tiens, mais qu'est-ce qu'il me crie dessus et tout, je lui ai rien fait, tu vois. Ouais. Enfin, toi, tu vois comment la chose? Quelqu'un qui vient un peu énervé, parce que ça arrive même dans la vie de tous les jours, tu vois. Alors moi, je l'ai appris, tu vois, c'est ce que je disais souvent, c'est que des gens que tu rencontres, tu prends des choses et ces gens-là, ils ont pris aussi ces choses-là dans les écoles ou dans d'autres personnes, donc on se passe le savoir, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, mais c'est vraiment de prendre des points importants ou des choses qui peuvent t'aider dans ta vie. Alors, avant de venir sur ce point, je vais prendre un point que j'ai toujours aimé quand j'ai fait l'apprentissage. C'était un peu filou, mais j'aimais bien cette façon. C'était justement Monsieur Valpen Antoine, que quand un client il rentrait et puis qu'il se rappelait plus du nom, du prénom, puis il disait il commence à discuter, puis le client, tu vois, mais écoute-moi, rappelle-moi juste ton petit nom.
Ah, mais moi, c'est Sébastien Vignier. Oui, non, mais Sébastien Vignier, enfin, Sébastien, je me rappelais, c'est Vignier, je me rappelais plus. Tu vois. Mais en fait, il se rappelait rien. Donc, tu vois. Et ça, c'est des petites choses. Alors, comme je dis là, c'est un peu filou, mais j'aimais bien. C'est un peu une bonne façon de redemander ou de se rappeler le nom, prénom de la personne. Ouais, c'est important, ouais. De rentrer directement les premières minutes de contact, ouais. Exactement. Et puis là, par exemple, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que c'était un de mes chefs, si je me rappelle bien, c'était Urs Lehner. Qui disait c'est une chance si on a un client qui vient se plaindre. Parce que ce client-là, en fait, il veut continuer à travailler avec toi. Donc, prenez-le positivement, trouvez la solution, puis avancez. Ouais, c'est vrai, ça. Et le pire, c'est le client qui vient plus se plaindre. Parce que lui, il a décidé déjà plus de travailler avec toi. Donc ça, c'est le client perdu, en fait. Donc le client qui vient se plaindre, qui vient gueuler, il faut presque le remercier. Enfin, il faut le remercier. D'ailleurs, moi, souvent, je le remerciais. Il me disait, mais pourquoi vous me remerciez? Je suis en train de vous engueuler. Puis moi, je disais, mais si vous venez vous plaindre, c'est que vous avez quand même envie de continuer à travailler, puis que si je vous trouve une solution, on va continuer à travailler. Puis là, ça le détendait, puis il disait, oui, bien sûr, si on trouve une solution, on va continuer à travailler. Donc voilà, pourquoi, pour moi, c'était toujours une chance, entre guillemets, qu'un client, il vienne et puis qui me disent qu'il n'était pas content, quoi. Mais elle est pas mal ta phrase de trouver les solutions. Et toi, j'avais l'impression, en tout cas quand je te voyais dans la vente et tout, c'est que tu trouvais tout le temps des solutions, alors que tout le monde disait ah non, ça c'est pas possible. Toi, je vais essayer de trouver une solution. Tu disais. Je sais pas ce que tu disais exactement, mais et puis après tu cherchais un truc. Oui. Alors en fait, ça vient. Alors comme je disais, tu sais, il faut toujours prendre de chaque personne des bonnes choses pour essayer de s'améliorer et puis d'avancer. Et ça, c'est valable aussi pour les pays. Moi, j'ai plein de choses que j'adore en Suisse qui m'ont aidé. Mais ce côté-là, je trouve, pour moi, en Suisse, n'est pas assez développé. Et ce côté-là, je l'ai pris plus de la Turquie. Oui. C'est qu'en fait, dans ce pays-là, ils ont une solution pour tout. Ils veulent toujours essayer de t'aider. C'est vrai ? Ok. Ouais. Bien sûr qu'à la fin, peut-être, c'est pas toujours négatif parce que des fois, il faut, quand on n'a vraiment pas de solution, il faut le dire aussi. Mais je pense que 9 fois sur 10, on a des solutions. Et puis là, je reviens de nouveau en Suisse. Je reprends Monsieur Valpen. Lui, il avait quasiment toujours une solution. Et il nous avait aussi appris ça. Donc, comme je dis, je le voyais déjà en Turquie parce que les gens, ils cherchaient toujours une solution. Mais Monsieur Valpen, c'était la même chose. Alors, il n'a pas des origines turques, même s'il est très bronzé. On pourrait dire italien du Sud ou turc, etc. Il passerait très bien. Mais lui, c'est quelqu'un qui essaie de toujours trouver une solution. Puis, il nous le disait aussi. Il disait, les gars, cherchez des solutions. C'est trop facile de dire non, j'ai pas, ou je peux pas, ou on a... Non, on a plein de possibilités. Il y a toujours une solution, ou plusieurs solutions, proposons, et puis après, le client, il accepte ou il n'accepte pas. Donc ça, c'est de nouveau prendre des bonnes choses des gens qu'on a rencontrés. Et si d'un coup, tu veux démarrer avec un client, tu poserais des questions ouvertes. Et si d'un coup, en fait, y a le refus qui vient depuis tout de suite, tu vois. Oui. Est-ce que parce que c'est souvent ça au début, on ne connaît pas bien la personne, la personne ne veut pas forcément te prendre 30 minutes à discuter avec toi. Oui. Ça, je trouvais que c'était des moments aussi qui étaient durs à rebondir. Oui. Et je pense que ça peut aussi aider des jeunes qui commencent dans la vente et tout. Alors moi, je pense déjà dans la vente, mais dans la vente ou dans la vie en général, déjà, je pense qu'avant de commencer à poser des questions ouvertes, il faut déjà aussi s'intéresser un peu personnellement à la personne. Alors, c'est pas toujours facile quand c'est clair, la personne est stressée. Peut-être essayer de aussi dire, voilà, aujourd'hui, si vous êtes très stressé, je vois que vous êtes très stressé. Est-ce que vous voulez qu'on fixe un rendez-vous, que vous ayez un peu plus de temps? C'est clair, l'idéal, c'est de le faire quand on est là, mais ça peut être aussi une possibilité. Mais c'est aussi de s'intéresser aux personnes, dans sa vie de privée. faire de connaissances, de parler de la vie privée. Ça détend aussi. Puis je trouve que ça détend, mais c'est aussi intéressant, je trouve, toujours de dire, voilà, la personne fait, je sais pas, moi j'ai plein de clients, je sais ce qu'ils font dans la vie privée, ou leur hobby, etc. Et ça, je trouve que c'est toujours intéressant de s'intéresser à l'autre. Donc ça aide aussi par rapport à la discussion après dans le futur, de développement par rapport si je peux dire, par rapport à la vente. Alors c'est clair... Moi, je pense qu'on le fait quand même par intérêt. Ce serait faux de le dire qu'on le ferait pas par intérêt, mais je pense qu'on le fait par intérêt à un moment. On peut pas le faire ça tout le temps. Donc, ça veut dire qu'il faut déjà aimer les gens, aimer la discussion, aimer s'intéresser aux gens. Parce que si tu aimes pas quelque chose, tu peux pas le faire à long terme. Ça, c'est mon avis. Tu pourras te forcer à le faire un petit moment, mais après, tu n'arriveras plus.
Donc je pense qu'il faut déjà aimer son job et aimer les gens et s'intéresser à eux. Donc à partir du moment où on a ça, après ça aide. Donc puis ça, les gens ils le ressentent aussi, hein, si c'est que par intérêt ou si c'est vraiment réel. Ouais, c'est Donc, ça, voilà. c'est ça. Et est-ce que c'est arrivé des fois des moments où tu le prends personnellement, quelque chose qui t'arrive dessus, ou est-ce que t'arrives, ou bien comment tu fais, c'est quel outil que tu fais pour pas le prendre personnellement si d'un coup il y a quelqu'un qui t'envoie quelque chose qui te dit non, ça c'est pas possible de le faire, ou non, ça c'est ton Non, produit. alors personnellement, je le prends pas parce que Ouais. enfin personnellement, oui, ça m'arrive de le prendre personnellement, bien sûr que je suis humain. Donc moi, je veux dire, Ouais. après, je me pose toujours la question, c'est est-ce que c'est toujours aussi soi-même. Je trouve qu'on doit Ah. toujours se dire qu'est-ce que j'ai fait de faux ou qu'est-ce que je peux faire mieux ou qu'est-ce que auto-analyse. Moi, ce que j'essaie de faire après chaque sortie d'un client, c'est de nouveau prendre, c'est-à-dire que tu vois, j'ai expliqué un produit et le client me dit ah mais tu sais quand on fait ça, c'est aussi bien pour ça. Je dis ah mais super, ça je vais le prendre pour le prochain client. Ah, À la fin du rendez-vous, il faut juste 2-3 minutes quand tu fais ton rapport à la fin de ta visite, ta rapport de visite. En général, tu essaies de t'auto-analyser en te disant voilà, le client m'a dit ça, ça, ça. Peut-être que je devrais dire la prochaine fois plutôt ça, comme ça, comme ça. Peut-être ça serait mieux vu. Et si tu fais ça, en fait, tu t'améliores à chaque client. Puis au bout de 2 jours, 3 jours, c'est souvent l'avance que j'avais par rapport aux collègues, c'est que en faisant ça à chaque fois, j'étais déjà très bon dans la vente de ce produit qui venait de sortir parce qu'en fait, je m'étais chaque fois auto-analysé puis dit à chaque fois qu'est-ce que je peux améliorer puis prendre les exemples du client que je pouvais me resservir pour les prochains. excellent. Ouais. Donc tu t'attardais pas sur ces problèmes. En fait, tu trouvais après comment tu allais pouvoir les combiner. Exactement. Ça, c'est vachement bien. Et après, comment est-ce que... Il y a une autre partie, en fait, qui est stressante aussi dans tout ce domaine, c'est bien sûr le chiffre d'affaires. Ouais. Et est-ce que... Ouais. Jamais pensé à ça. C'est-à-dire que moi, ça n'a jamais été... de nouveau, je reviens au sport. Oui. Alors, n'importe quel sport, mais je reprends le foot parce que c'est où j'ai fait le plus longtemps. Tu t'entraînes pour faire des passes, tu t'entraînes pour courir vite, tu fais des sprints, tu t'entraînes pour l'endurance, tu t'entraînes pour le placement, mais tu t'entraînes jamais en fait vraiment si je peux dire pour le match, pour gagner. Tu fais tout ça et ça va te faire gagner les matchs ensemble. Et c'est exactement la même chose dans la vente, c'est que tu as le chiffre d'affaires, ça c'est ce qu'on voit en haut. Ouais. Alors là, certains ils vont rigoler quand je vais te parler de ça, parce que souvent dans les présentations, c'est l'exemple qu'on prend, mais c'est ce qui représente assez bien. Donc quand ça représente bien, c'est bien. Ouais. C'est quand on a l'iceberg, ce qu'on voit, le sommet de l'iceberg, ça c'est le chiffre d'affaires. Ouais. Après, dessous, c'est tout ce qu'on voit pas. La grande partie, c'est le travail. Donc c'est tout ce qu'on va faire pour arriver à ça, Oui. avec les différents objectifs. Donc c'est ça que on doit travailler, c'est ça qu'on doit faire. Et puis tout ça, ça donne automatiquement le chiffre d'affaires. Donc voilà, tout simplement en fait. Excellent. Donc, quand par exemple tu coaches, parce que toi tu gères maintenant une vingtaine, une trentaine, une vingtaine. Non, à peu près une vingtaine, ouais, un peu plus de 20 personnes. Et du coup, c'est comme ça que tu avances sur le chiffre d'affaires, donc tu travailles point par point avec les gars ou. Alors moi, ce que j'essaie de faire maintenant, c'est surtout avec mes chefs de vente. Ouais. Ces chefs de vente, j'essaie de les former comme moi, je travaille comme chef de vente, c'est-à-dire que c'est de voir justement ce qu'on doit travailler pour arriver en haut. Et puis ce qui est important, à mon avis, c'est la motivation, donc c'est l'encouragement, c'est la reconnaissance. Un vendeur, il a besoin de ça. Moi, j'avais besoin de ça et je sais que beaucoup de vendeurs ont besoin de ça. Même dans la vie de tous les jours. Dans la je vie pense, de tous les jours aussi, la exactement. reconnaissance, ça fait partie de la motivation. Ouais, c'est ça. De voir que les gens, ils nous félicitent, etc. C'est ça. Moi, je trouve qu'on doit être très reconnaissant justement vers le travail qui est fait. Oui. Parce que c'est un travail qui est très dur. Quand on a vécu, on sait ce que c'est d'avoir vécu. Donc, d'avoir fait ce travail, ça nous donne aussi les difficultés. Donc, quand on voit des gens qui réussissent des choses qui sont pas faciles à faire, il faut leur dire aussi ce côté reconnaissant. Donc, moi, j'essaie de former surtout mes chefs de vente en cette direction en disant voilà, remerciement, encouragement, reconnaissance, et bien sûr après être derrière pour améliorer les points qui ne vont pas. Mais c'est de nouveau, je reviens, c'est comme dans le sport, c'est le mental. Je pense que pour moi, je sais pas, je dirais le 75% de la réussite, c'est le mental, et puis le 25%, c'est la préparation. C'est comme je dis toujours souvent. Alors aujourd'hui, c'est clair, je dois plus m'exprimer. Moi, ce que j'aime bien, c'est souvent, quand on est chez le client, c'est de dire, on a 2 oreilles, donc 66% on écoute, on a une bouche, 33% on parle. Donc, il faudrait toujours avoir ça en tête, en fait. On n'est pas là pour
chez le client, on n'est pas là Ouais, pour... on doit d'abord bien écouter Voilà. et puis comprendre Ouais. et puis après aller plus loin. Super intéressant. Et du coup, quand tu veux coacher quelqu'un ou que tu veux qu'il soit motivé et tout ça, Oui. tu as dit que c'était la partie mentale. Oui. Comment en fait tu vas travailler la partie mentale en fait? Par exemple, tu vois quelqu'un qui est pas motivé ou comme ça, ou parce que on a tous des hauts et des bas. Comment en fait tu peux ou bien toi, c'est quoi tes exercices pour ton mental? Alors quoi? c'est ce que j'ai dit avant, tu sais, Ouais. c'est quand souvent on a plusieurs objectifs dans la vente, hein. C'est déjà commencer par l'objectif où on voit qu'il a plus de facilité, de pousser là-dessus, de donner 2-3 petites astuces, de montrer aussi. Moi j'aime beaucoup montrer. C'est ce que j'ai fait beaucoup quand je suis arrivé chez EFCO. Mon chef que je parlais avant, Helmut Fuchs, m'a dit arrive, vas-y, c'est bien, Ilti, t'étais le meilleur, t'étais super fort, mais montre-nous ici maintenant si t'es capable de faire là, ou c'était juste parce que c'était Ilti, la marque et tout ça. Et puis bon, j'ai dit écoute, pas de problème. J'ai dit qu'est-ce que tu aimerais qu'on vende? Il me dit voilà, on a plein de ce produit chez nous dans le stock, on vend pas. Il faut aller vendre ça. Je dis ok, puis il me dit quoi? Ok, je dis je vais le faire. Puis il me dit mais quand? Tout de suite. Je commence dès demain. Je fixe rendez-vous pour maximum dans une semaine. Enfin, je fais fixer rendez-vous parce que c'était sur Genève, je connaissais personne. J'ai appelé un des vendeurs là-bas, j'ai dit voilà, il faut que tu fixes rendez-vous, on va aller vendre ce produit. Puis lui il avait aussi rigolé en disant mais attends, je sais pas où tu te crois, mais ce produit on le vend pas chez nous. Ouais, J'ai dit oui, ça je l'ai compris, c'est pour ça que je vais venir, puis je vais le vendre moi. Puis il me dit comment ça? Je dis tu seras avec moi, vu que moi je connais pas le client, je vais faire moi, mais tu fixes toi le rendez-vous. Puis il me dit mais qui comme client? Je dis tu peux fixer qui tu veux, je connais personne. Donc voilà, il a fixé rendez-vous, et puis il a fixé plusieurs rendez-vous dans la journée, et à la fin la journée, même c'était avant la fin de la journée, on va dire c'était vers 14h, 15h, quelque chose comme ça, j'ai appelé Helmut en disant voilà, on vient de vendre 30 palettes. Et puis lui il me dit mais comment ça vendu? Bon, on parlait en allemand, mon allemand n'est pas, enfin, surtout à l'époque là ça va mieux, mais c'était pas parfait. Quand je lui disais on a vendu, il me disait non mais t'as fait une offre. Non, je dis on a vendu. Puis il me dit mais t'as vendu combien? Puis quand je dis la quantité, il me dit non mais t'as fait une offre, c'est pas possible, t'as pas vendu. Et puis il me dit mais je vois rien dans le système. Je dis oui mais laisse-nous le temps de rentrer dans le système, de le mettre. Puis finalement on les a mis, puis il me rappelle Douala, il me dit tu viens, il faut que tu viennes à Zurich. Je dis pourquoi? On fait péter le champagne. Je dis ah bon, pourquoi? C'est pas possible, tout ce que t'as vendu là, on a même pas en stock, donc on doit recommander du matériel. Bon bref, et puis 2-3 exemples comme ça de montrer, c'est important. T'as montré en fait que tu arrivais à vendre bien sûr, aux autres. Et c'est comme ça que c'est le meilleur exemple, parce que des théories c'est facile d'en faire. C'est ça. Mais si tu arrives sur le terrain et tu montres, j'ai plusieurs exemples comme ça encore, je vais pas faire maintenant tous les exemples. Volontiers. Non, si tu veux, c'est dans le même style, donc c'est d'autres produits, c'est d'autres services, etc. Mais ça c'est ce qui justement, c'est pour ça qu'il a dit de voir quelqu'un qui croyait, qui me montrait que c'était possible de le faire, ça qui a fait aussi ce changement, et je pense que c'est pour ça que c'est important d'y croire, d'être fort dans la tête. Et puis souvent tu sais, quand les gens ils disent c'est pas possible, ils parlent de leurs limites, hein. Ils parlent pas de ta limite en fait. C'est vrai, ils parlent de leurs limites. Et si t'es un peu, peut-être si tu te laisses un peu. Alors moi, comme je dis, j'avais ce côté contrarier l'autre. Oui. Et quand on me disait ça, j'allais justement dans l'autre sens, mais tout le monde n'est pas comme ça. Oui. Donc toi, il te dit, tu dois vendre ça. Toi, tu t'es même pas posé une seule question. Tu as dit, je vais le vendre. En fait, dans ta tête, tu voyais déjà, il faut que j'aille les rendez-vous. Enfin, tu sais, c'est quoi qui se passait? Il faut que j'aille les rendez-vous, que je voie les gens. J'ai posé des questions ouvertes, j'ai essayé de comprendre le client, etc. Et puis, alors, c'était aussi un peu de la chance, parce qu'au premier jour, vendre déjà autant tout de suite, ça m'arrive pas tout le temps non plus. Il faut des fois 2-3 rendez-vous. Mais quand même, c'est quoi qui se passe dans ta tête? C'est que... c'est comme c'est comme le match de foot, tu dis voilà, on y va, on gagne. Ou c'est comme la course que tu fais, voilà, aujourd'hui je vais faire ce temps-là, ou c'est comme le combat que tu fais, tu veux gagner. Mais déjà d'y croire, c'est 50% de réussite. Moi je me suis toujours dit ça. Donc déjà quand tu vas, tu y crois, tu as déjà 50% de réussite. Donc après il reste plus qu'à faire le 50%. Donc tu as déjà fait la moitié du travail, tu vois. Ouais. Hyper intéressant. Parce que c'est souvent dans ces moments-là que le gars il te dit il faut vendre ça, et puis tu peux te dire ah non mais ce produit, t'as d'un coup plein de préjugés ou plein d'a priori, et toi en fait t'as pas ces a priori, tu vois directement l'ouverture. Tu me parlais aussi d'un truc, je pense pas que tu te rappelles de tout ce que tu m'as dit tellement de trucs à l'époque, mais tu me disais que tu dois avoir un océan de possibilités en fait. Tu dois avoir
faut pas se limiter à juste une chose, mais il faut voir qu'il y a des clients partout, en fait, et il faut être vraiment ouvert. De nouveau, on revient, c'est ce que je disais avant, c'est de nouveau l'impossible. C'est de dire souvent, ah mais c'est impossible. Ouais, mais autant d'objectifs, c'est impossible de réussir. J'ai un des responsables chez Hilti qui m'avait dit, j'ai jamais vu ça, t'es le gars qui ramasse quasiment chaque année tout le bonus, jusqu'au centime près. Mais c'est parce que moi, j'y croyais. Je me disais, parce que souvent les gens ils disaient, de manière faire tous les bonus, c'est impossible. Mais déjà, là, tu pars déjà perdant. C'est vrai. Puis moi, je me disais, non, moi, je veux tout ramasser. Puis je faisais le maximum pour tout ramasser. Donc après, c'est aussi une motivation. C'est clair que d'avoir des gros bonus, ça t'aide aussi à plus foncer. C'est le petit sucre ou bien sûr, la petite chose qui te motive encore. Mais ça, quand tu es sportif ou quand tu dois avoir, c'est justement gagner. Tu vois, tu veux gagner. Et après, tu as du plaisir aussi. Hein. C'est comme je dis... tu t'entraînes beaucoup, c'est difficile, mais si tu t'entraînes beaucoup, tu deviens meilleur physiquement. Si tu deviens meilleur physiquement, tu as plus de plaisir, tu as plus de chances de gagner. Et c'est la même chose avec le mental, c'est la même chose avec la vente. C'est plus tu fais, plus tu t'entraînes, plus tu essayes, plus tu deviens meilleur, plus ça devient facile, plus tu as du plaisir. En fait, la vie, elle est comme ça. Il faut passer par la difficulté pour arriver à ce plaisir-là. Faire les choses 100 fois, 1000 fois... des millions de fois, etc. Puis toujours se poser la question comment je peux m'améliorer, pas le faire bêtement, mais ok, comment je peux faire, qu'est-ce que je peux améliorer, où je peux faire mieux. Puis si tu fais ça, à mon avis, tu peux que réussir parce que tu t'améliores tout le temps, quoi. Puis justement dans l'entraînement, en fait, dans la rhétorique, c'est-à-dire comment tu réponds à l'autre et tout. Toi, tu arrives très souvent à avoir un argument, 2-3 arguments qui suivent. C'est déjà l'entraînement, c'est justement se préparer. C'est préparer, c'est-à-dire quand tu vas chez un client au début, il va te dire quelque chose. Tu n'arriveras peut-être pas à lui répondre, mais c'est quand tu sors, justement, le fin de rendez-vous, il m'a dit ça, comment j'aurais pu? Et puis réfléchir, puis tu trouves des solutions. Après, le prochain qui te dit ça, tu lui dis, tu vois, lui dis, mais attends, il y a ça. Là, il te dit, attends, oui, effectivement, c'est comme ça, tu vois. Et de nouveau, tu reprends aussi des choses que tu vois, peut-être des gens qui réussissent mieux que toi dans ce domaine-là. Tu prends aussi ça, les exemples-là, je trouve. L'échange, tu sais, l'échange, c'est très important. Ou des fois, simplement poser la question au client, ok, là, vous venez me dire ça, mais vous, alors, vous aurez fait quoi? Ah moi j'aurais fait comme ça. Là, tu as déjà la réponse, donc tu sais déjà. C'est pas mal ça, tu vois et puis ça t'aide aussi de nouveau pour avancer. Puis moi je dis, la vente, si tu dois aussi être caméléon. Tu dois t'adapter aussi aux clients. Tu as des clients qui veulent te dominer, tu te laisses dominer. Tu as des clients qui veulent être un peu dominés, tu les domines. Ou si je peux dire, être neutre, tu vois. Donc ça, c'est aussi des choses, entre guillemets, que tu dois travailler de nouveau. C'est travailler, mais... quand tu te mets ces choses dans sa tête, après tu le fais naturellement. Au début, tu te forces à les faire, puis après ça devient naturel. C'est comme le matin, tu te lèves, tu te brosses les dents, tu y penses même plus parce que c'est devenu réflexe. Le soir, la même chose, à midi, la même chose. C'est tous des réflexes. Et puis en fait, tu dois avoir des réflexes. Des réflexes, ça se travaille, c'est-à-dire que le client qui te dit mais j'ai la machine ici, je suis pas content, etc. Tu as le réflexe pour trouver la solution de la vente ou solution pour qu'il soit content à la fin, tu vois. C'est vrai. Et tu faisais très souvent tester, d'après ce que je me souviens, il n'y a pas tout le monde qui faisait ça, mais toi, systématiquement, tu me disais en tout cas comme conseil de faire tester la personne, qu'elle touche le matériel et tout. Moi, je prends toujours l'exemple, j'ai fait une formation là-dessus avec l'équipe de EFCO, là, il y a quelques années. J'ai pris avec le chocolat, parce que ça parle à tout le monde. Tu es le représentant de chocolat, tu dois vendre du chocolat. Tu vas voir ton client, tu dis voilà, je vends un chocolat qui est super bon, fabriqué en Suisse, au lait, etc. J'ai plusieurs sortes, etc. Ça, c'est une première possibilité. C'est bien, mais la deuxième possibilité, c'est d'arriver, puis là, tu arrives avec une brochure. Tu montres ta brochure, tu expliques sur la brochure. C'est aussi bien, mais tu as une troisième façon de faire, c'est d'arriver avec une brochure et puis une présentation. PowerPoint, par exemple, tu fais une présentation. Ça, c'est encore mieux. Puis après, tu as le quatrième, c'est tu arrives, tu as ta brochure, tu as la présentation, mais tu prends aussi 2-3 paquets de chocolat, des assortiments, et tu lui donnes dans la main. Ça, c'est le quatrième, c'est encore mieux. Puis le cinquième, c'est le dernier, c'est-à-dire que tu prends tout ça, tu arrives, tu lui donnes dans la main, il le voit, il voit le packaging, il voit tout, puis maintenant tu lui dis, vous pouvez goûter. Excellent. Et là, il goûte. À ton avis, je te pose la question, dans quel cas tu as le plus de chances de vendre? Je pense que tout le monde aussi, dans sa tête, a trouvé la réponse. C'est ça.
Mais pourtant, en plus, la logique, elle est pas là. Et en fait, c'est tellement logique ce que tu dis, Oui. que de faire tester, que la personne sente qu'elle ait des émotions avec le produit. Et, c'est Je ne tellement... l'ai pas dit, mais c'est ça. C'est émotion, c'est toucher, c'est émotion, c'est sentir, c'est écouter. Ça te fait, Tu dois toucher ces sens-là, en fait. À partir du moment où tu touches tous ces sens-là, c'est où tu as le plus de chances de vendre. Au départ, tu as peut-être 10%, après c'est 30%, après tu as peut-être 50%, puis après tu as 70%, puis après tu as 80%. Il reste encore 20%. Mais 20%, c'est ta façon de parler peut-être qui va faire cette différence-là. Génial. Et si d'un coup, tu as Ou poser des questions ouvertes pour comprendre, tu vois, le besoin aussi. Ouais, toujours comprendre le besoin, faire sentir, goûter les choses. Ouais. Et si d'un coup, tu as quelque chose qui n'est pas vraiment palpable, c'est-à-dire par exemple, tu as un packaging, un truc global avec plein de choses dedans, comment est-ce que tu amènerais la chose si d'un coup... Alors, moi, je dirais déjà avant ça, c'est que ce que je vois quand je fais des coachings, etc., des accompagnements, j'en fais encore maintenant parce que j'ai gardé une petite équipe sur Genève où j'ai les vendeurs encore à côté. En plus... Comme ça, j'ai toujours un pied sur le terrain. J'aime bien toujours sentir, tu vois. Donc là, en fait, ce qui est important, c'est... Souvent, les vendeurs, ils oublient, c'est quand ils discutent avec quelqu'un, t'expliques, c'est aussi regarder. C'est voir le client, comment il réagit avec son visage. Parce que là, tu vois beaucoup de choses. C'est vrai. Comment il se place, comment il parle, comment il réagit. Et souvent, les vendeurs, ils arrivent, ils parlent leur truc, déjà sans poser de questions ouvertes pour comprendre. Et il ne regarde pas une fois le client. Puis le client, en fait, il est là, tu vois qu'il est agacé, tu vois qu'en fait, il s'en fout de ce que tu es en train d'expliquer parce que ça ne le concerne pas, parce que tu es parti sur le mauvais sujet, parce qu'en fait, tu lui as pas posé des questions ouvertes. Et là, ça, c'est très important. C'est que moi, j'essaie de toujours regarder aussi le client, comment il réagit. Son visage, déjà. Déjà, tu vois sur son visage s'il a du temps ou pas de temps. Donc, s'il a du temps par respect, enfin, s'il n'y a pas de temps par respect, j'essaie d'aller un peu plus vite. Comme ça, le client il voit aussi que je vais pas je vais pas rester là des heures. D'ailleurs, pour moi, j'essaie toujours de faire les rendez-vous le plus court possible, toujours dans l'efficacité pour les deux côtés. Mais c'est vraiment regarder le visage du client, aussi la réponse et tout ça, enfin comme il parle, etc. Ça, c'est très important. Souvent, on l'oublie. Ouais, c'est vrai. Ça n'a peut-être pas répondu à ta question. Ta question, c'était... Non, c'était sur... en fait, on parlait de vendre quelque chose qui est palpable, et puis là, c'est quelque chose qui n'est pas palpable. Donc, tu ne peux pas vraiment toucher un packaging, c'est-à-dire plein de choses qui sont à l'intérieur, comme... je sais pas, une offre avec plein d'objets à l'intérieur où tu peux pas vraiment les toucher, ou une stratégie, enfin un truc global en fait. Alors ce qui fonctionne très bien dans ce cas-là, c'est la visualisation. Pardon. C'est-à-dire, c'est d'expliquer au client que par rapport à ce qu'il fait comme travail. Justement, quand tu poses des questions ouvertes, tu comprends son travail. Tu peux après prendre ce point-là et puis lui expliquer par rapport à ce qu'il t'a donné comment il peut faire le travail. C'est de dire, voilà, aujourd'hui, j'ai pas le produit peut-être devant moi, c'est essayer de lui expliquer dans son travail tous les jours comment ça va l'aider. Et puis après, s'il comprend toujours pas, on peut faire une démonstration en disant, voilà, écoute, est-ce qu'on peut aller se voir sur le chantier une fois quand tu as le chantier, et puis je viens, puis je te fais la démonstration. C'est l'idéal encore. Mais si on n'a vraiment pas le produit, je trouve que c'est de lui poser des questions, prendre les points. Quand on pose des questions, c'est toujours noter aussi, noter les points importants qui vont nous aider à expliquer ou à montrer le produit, ou le produit ou le service. Super intéressant. Parfait, on arrive gentiment à la fin de ce podcast, c'était super intéressant, j'ai appris plein de choses. Moi j'aimerais quand même dire quelque chose, Seb, aussi par rapport à toi. Ça me fait plaisir de voir des gens comme toi justement qui prennent aussi de tout le monde pour s'améliorer. Puis je pense que tu as fait jusqu'à maintenant le travail. Là, on est en train de se passer un peu la crème, c'est ce qu'ils sont en train de se dire les gens, mais je le pense vraiment, donc je le dis. Un jeune comme toi, alors tu n'es plus aussi jeune qu'avant, mais comme clair. Moi d'ailleurs, l'avancée que tu as fait avec la création de ton entreprise et tout ça, c'est aussi, je pense, un modèle pour les jeunes, pour les aider. Et puis là, l'idée, c'est ça, c'est ce que je t'ai dit au départ. Moi, ce genre de choses, ce que je l'ai fait, c'est vraiment, en fait, je voulais pas le faire parce que ça fait un peu, tu donnes la leçon et c'est pas le but. C'est plutôt de dire, d'inspirer les gens, d'inspirer les jeunes qui puissent réussir, parce que c'est aussi un des points aussi importants que je veux mettre en avant pour moi, que ça a toujours été comme ça, je pense que c'est aussi pour toi, c'est d'être toujours content pour la réussite des autres. Exactement, et ça fait tellement plaisir quand tu as quelqu'un qui réussit autour de soi. Pour moi, c'est tellement gratifiant quand je vois quelqu'un autour
que ce soit un coach, que ce soit une personne, un Oui. élève Oui. qui réussit, j'ai Oui. encore plus de gratitude et je me sens encore même mieux en fait. Le fait de le voir qu'il a réussi, je me dis ah ouais, c'est trop bien quoi. Plus que si moi je l'avais fait quoi. C'est pour moi la réussite, tu sais, dans mon travail ou dans ton travail, où Ouais. le travail de beaucoup de gens qui font du management, etc. Ouais. Cette réussite, ou des entraîneurs de foot, un entraîneur de foot, quand tu penses, il joue pas sur le terrain, mais à la fin, Ouais. quand son équipe réussit, marque des goals, etc., c'est sa réussite aussi. Donc c'est la fierté aussi. Donc c'est pour ça que je pense qu'on est très content, c'est que quand on voit ça, c'est que si on a pu aider, on a pu faire avancer les gens, c'est toujours mieux que ces gens-là restent en bas. Moi j'ai toujours dit, et j'ai même dans mon équipe, hein, souvent, quand j'engage des gens, je me dis pas, je vais engager des gens moins forts que moi, je vais toujours engager des gens plus forts que moi. Parce que je vais pouvoir apprendre, on va pouvoir apprendre et puis grandir ensemble. Génial. Donc ça, c'est toujours aussi important, pas avoir peur de dire je vais prendre des gens plus forts que moi. C'est important de prendre des gens même plus forts que nous pour essayer de nous aider à nous améliorer encore. Donc oui, j'aurai cette mentalité. C'est super intéressant parce que c'est vrai que même moi, quand je me dis aussi avec mes élèves, j'ai envie qu'ils soient plus forts que moi. Ouais. Tous mes élèves qui viennent, je veux qu'ils deviennent plus forts que moi. Comme ça, après, moi, ça va me challenger aussi dans mes techniques, ça va me challenger dans mes entraînements. Je vais me dire, ah ouais, il arrive à faire ça, ouais, je peux faire encore ça. Et maintenant, je suis inspiré par mes propres élèves qui sont devenus plus forts que moi sur des domaines et tout. Et c'est hyper gratifiant, quoi. C'est très important. Puis tu sais, malheureusement, on vit dans un monde où les gens ils vont regarder plutôt sur 1000 choses que tu fais, l'erreur que tu as fait, ils vont retenir ça, alors que tu as peut-être fait 909 choses bien. Et ça, c'est un peu, je trouve, malheureux parce qu'on a tendance à plus regarder ça que ce qui se passe bien. Et bien sûr qu'on doit regarder ce qui ne fonctionne pas et puis améliorer, mais on doit aussi voir tout ce qui fonctionne bien. Comme j'ai dit aussi, féliciter, encourager et reconnaître. Et ça, c'est très important. Je voulais juste finir par ça parce que je vois encore trop de gens, malheureusement, qui essaient de toujours voir le côté négatif. Ouais, alors ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux. Ouais, mais okay, mais t'as retenu quelque chose de bien quand même ou c'est que du faux? C'est vrai, c'est tellement vrai ça. Ouais. Super, merci beaucoup Harry. Merci J'espère Seb. que ça vous a plu et puis tout bientôt pour un nouveau podcast. Allez, belle journée à tous. Merci beaucoup.